Chers amis, chers auditeurs, chers lecteurs, bienvenue sur la chaîne des éditions du Verbe Haut. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver quelqu'un que je connais un peu, que j'ai déjà eu le plaisir d'interroger et je vais m'atteler à refaire cet exercice avec lui. Il s'agit de Bertrand Saint-Germain. Cher ami, bonjour. Bonjour, bonjour François-Xavier, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver, cher ami, pour ce nouvel ouvrage, car je vous avais déjà interrogé il y a quelque temps sur un sujet identique, mais vous êtes un juriste, un professionnel du droit, et c'est un sujet inépuisable. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour La République des juges contre la nation et comment en sortir. C'est certainement ça le plus important, à mon avis, hein, dans le titre aux éditions du Verbe Haut. Alors, pour ce livre, eh ben, nous replongeons dans le droit. Tout d'abord, si j'ai bien compris, c'est ma petite question d'introduction. euh, Vous êtes quelqu'un qui se méfie, vous me corrigerez, hein, mais vous êtes quelqu'un qui se méfie justement du pouvoir des juges. Alors, avant toute chose, parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'affaires, aussi bien internationales que nationales, à propos du pouvoir des juges, du pouvoir du Conseil constitutionnel. Est-ce que le pays, avant de parler peut-être de l'international, on va s'atteler plutôt à parler de la France. Est-ce que le pays est en train de tomber sous la coupe des juges? Alors, euh, des juges, les juges, en tout cas un certain nombre de juges, ça assurément. En même temps, ces juges, dont on n'ira pas jusqu'à dire qu'ils abusent de leur pouvoir, mais ils le mettent en œuvre très largement, profitant des interstices que leur laisse le pouvoir politique. Finalement, c'est dans un environnement en ruine, en quelque sorte, que ces juges vont pousser leurs atouts toujours un peu plus loin. Sachant qu'en définitive, et c'est peut-être le point qu'il faut garder à l'esprit quand on parle du pouvoir des juges, et, et non pas du coup d'État des juges, parce que l'idée de coup d'État des juges, alors c'est une formule médiatique, elle est caricaturale, elle est intéressante, mais en définitive, non, il n'y a pas de coup d'État des juges. Il n'y a pas un coup monté, organisé, avec une stratégie, des réunions secrètes. Mais il y a un véritable pouvoir des juges, et un pouvoir qui reste, en démocratie et en république, un pouvoir subordonné. Et on peut reprendre Montesquieu qui nous dit c'est une vérité éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, il va jusqu'à ce qu'il rencontre des limites. Eh bien, la justice aussi, aujourd'hui, avance sans rencontrer de limites. C'est d'ailleurs amusant parce que Montesquieu lui-même dénonçait ce danger d'une justice qui ferait tout. On cite beaucoup Montesquieu, on en fait le père de la séparation des pouvoirs, on va rarement le lire, et en particulier, eh bien, Montesquieu met en garde contre cette puissance du juge. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'un champ de ruines dans lequel le juge avance sans rencontrer de limites. Or, des limites, eh bien, on peut en mettre, elles ne sont pas si difficiles à mettre en œuvre. Il faut, comme dans beaucoup d'autres domaines, une volonté. Voilà ce que je m'efforce de montrer dans cet essai. Il y a un premier point, effectivement, qu'il faut rappeler, vous avez raison de le faire. Au préalable, on devrait aussi peut-être rappeler, puisque moi, c'est quelque chose qui revient sans arrêt. J'ai noté ça dans les interventions télévisées, dans les, les cris d'orfraie que beaucoup poussent à propos du droit. C'est l'état de droit, faut préserver l'état de droit, etc. Mais si j'ai bien compris en parcourant votre livre, c'est que aujourd'hui, la justice a cette tendance interprétative. Elle veut interpréter le politique. Or, moi, je suis un grand naïf. J'ai toujours pensé que c'était d'abord aux politiques de dire à la justice, d'accord, mais écoute, je représente le politique. Autrement dit, c'est moi qui suis assermenté, c'est moi qui suis légitime puisque le peuple m'a élu. Donc, ce serait plutôt à moi de te dire comment tu dois appliquer le droit. Alors, comment? Dans une démocratie qui fonctionne avec la séparation des pouvoirs, comme vous l'avez rappelé, comment devrait fonctionner normalement la justice? Eh bien, en étant ce qu'elle est, ce qu'elle doit être et ce qu'elle n'aurait jamais dû quitter, à savoir un pouvoir subordonné. C'est-à-dire, il s'agit de trancher des litiges,
Le rôle du juge, c'est le rôle du droit de manière générale, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. C'était la première maxime qui figurait dans l'encyclopédie du roi romain, édictée par les empereurs au IIIe siècle. Rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est l'art de la justice, c'est ça le droit. Simplement, le juge est un pouvoir subordonné. Il est un pouvoir subordonné à la volonté collective du peuple, il est un pouvoir subordonné à la loi, et il doit s'y tenir. Simplement, le juge, en même temps, est obligé de trancher un litige. Il a un pouvoir d'avant-dernier mot. Cela signifie que tant que l'on ne reprend pas la main éventuellement au-dessus de lui, et c'est au loisir du pouvoir politique de le faire, il en a toute la possibilité, eh bien, tant que le politique ne réinvestit pas, ne reprend pas son rôle, eh bien, le juge a un pouvoir qui apparaît comme de dernier mot. Il va trancher. Et d'ailleurs, il doit trancher. Le Code civil fait obligation au juge de trancher. Donc, quand le juge est confronté à une situation dans laquelle on pourrait ne pas savoir exactement quel droit appliquer, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais cela peut arriver relativement fréquemment, eh bien, le juge est dans l'obligation de trancher. Donc, il va trancher entre l'une des deux positions. Or, ici, il le fait dans le silence de la loi ou dans l'imprécision de la loi. Dans ce cas-là, c'est aux politiques de reprendre la main. Alors, il n'est pas inintéressant de se souvenir qu'au moment de la Révolution, qui, à beaucoup d'égards, a été une réaction contre le pouvoir judiciaire de l'Ancien Régime, en 1791, on avait bien mis dans la loi que lorsque le juge était confronté à une situation d'imprécision de la loi ou d'absence de loi, il devait s'abstenir de trancher et saisir le législateur pour lui demander quelle était la position à suivre dans ce cas de figure. Eh bien, on a aujourd'hui abandonné cette situation. Le juge, dans le silence de la loi, tranche lui-même. Simplement, le pouvoir politique aujourd'hui néglige de reprendre la main pour dire quelle est la volonté collective sur une question donnée. Et c'est ce qui donne cette impression de pouvoir tout-puissant ou de fait quasi tout-puissant des juges. Vous avez dit à plusieurs reprises le mot imprécision. Alors c'est grave, c'est bien plus grave que ce que je pensais. C'est-à-dire que normalement, la loi, le code, tout est écrit. Et si je comprends bien, étant donné que nous sommes dans un moment peut-être d'imprécision de la loi, où la loi est pensée et prise, actée, peut-être à d'autres endroits finalement que l'État, enfin que le pays, quoi, pour faire simple, ça voudrait dire que finalement les juges appliquent des lois qui ne sont pas écrites, qui sont mal écrites, ou qu'eux-mêmes ignorent. Alors, plus précisément, il faut quitter cette idéologie rationaliste, positiviste, matérialiste, qui voudrait qu'on puisse tout prévoir. La loi, en définitive, ne peut prévoir que des situations générales, sachant que la beauté de la vie, le florilège de la vivacité de la vie, va créer nombre de situations qui ne sont a priori pas prévues. Pour en donner quelques exemples, ou des exemples assez simples, c'est le cas notamment de toute innovation technologique. Je pense aux drones, par exemple. Lorsqu'on a créé les drones, la question s'est posée de savoir quelle réglementation lui appliquer. Est-ce qu'il s'agissait d'appliquer la réglementation de l'aéromodélisme des avions télécommandés, ou alors est-ce qu'il s'agissait d'appliquer la réglementation des aéronefs? Tant que la loi n'a pas tranché, en cas de litige, eh bien, c'est le juge qui tranchera. Parce que, confronté à la demande de l'un, la réclamation de l'autre, il devra faire droit à l'un ou à l'autre. Prenons un exemple. Lorsque l'on a interdit de fumer dans les lieux publics, sur les quais de gare et tous ces lieux. Quelques années plus tard, est apparue la cigarette dite électronique, la vapoteuse. Et un
client de la SNCF s'est vu verbaliser sur un quai de gare pour avoir vapoté. Il a contesté cette contravention qui lui avait été mise. Euh, et la question était, eh bien, est-ce que la loi qui interdit de fumer, est-ce que cela s'applique à la situation de celui qui vapote? La question est remontée jusqu'à la Cour de cassation et la Cour de cassation a dit non, vapoter, ce n'est pas fumer. Et en l'espèce, eh bien, le client de la SNCF en question n'a pas eu à payer cette amende. Et un arrêté ministériel est arrivé par la suite pour expliquer que l'interdiction de fumer s'étendait à l'interdiction de vapoter. Là, techniquement, on a bien vu que le pouvoir d'État, le pouvoir gouvernemental ici, a repris la main pour dire au juge non, la bonne solution, c'est celle-ci. Voilà, ce simple exemple montre que non, la loi ne peut pas tout prévoir, notamment en cas d'innovation technologique. On en a des exemples presque tous les jours, comme je puis vous montrer sur ces deux faits, mais où les litiges qui interviennent, eh bien, nécessitent une solution. Et le juge va les trancher. Et il les tranche en fonction de ses considérations qui ne sont que des considérations personnelles, qui ne sont pas la voix de la volonté générale, la voix du peuple, fut-elle exprimée par ses représentants. Voilà. Donc le juge fait la loi euh, jusqu'à ce que quelqu'un lui rappelle que non, ce ne sera pas la bonne solution. On en est On là. en a, donc on en arrive précisément pour moi au cœur de votre essai. C'est-à-dire que vous l'avez dit vous-même, vous avez dit les considérations personnelles du juge. Mais alors, dans ce cas-là, Oui. si on en est à si on en est à juger en fonction de nos considérations et de nos desiderata, de notre idéologie, après tout, pourquoi pas? Y aurait-il une idéologie majoritaire? Y aurait-il quelque chose, on va dire, de politiquement marqué au sein de la magistrature française? Parce qu'à ce compte-là, si vous me répondez par la positive, là, on va pouvoir dérouler et se dire, mais à ce moment-là, est-on véritablement jugé de façon impartiale en France? Alors, y a-t-il un biais idéologique dans la justice? Oui, bien sûr que oui, bien folle qui prétendrait le contraire. Alors, il y a bien sûr, je dirais, le mastodonte, le fameux syndicat de la magistrature, on pourra en reparler, mais ce n'est peut-être pas le plus dangereux. Puisque finalement, on est en présence avec le syndicat de la magistrature d'un syndicat marxiste d'extrême gauche, affiché, revendiqué. Mais ce n'est peut-être pas là le plus dangereux. Les plus dangereux de ces juges sont peut-être ceux qui sont persuadés de faire le bien. Et là, on dérive sur la formation de nos juges, sur leur recrutement. Tiens, une simple chose que les gens oublient souvent. À Athènes, pour voter, le citoyen devait avoir 18 ans. C'est-à-dire amusant, cet âge de 18 ans. Déjà, il y a 2500 ans, c'était 18 ans. C'était pas 21 ans, c'était bien 18 ans. Mais bref, le citoyen pouvait voter à 18 ans. Et à Athènes, c'est le citoyen qui était juge. Il n'y a pas de juge à Athènes au sens où il n'y a pas de juge professionnel. Eh bien, à Athènes, les juges étaient donc tirés au sort parmi les citoyens volontaires, et tous les citoyens pouvaient se présenter au suffrage et être élus juges. Il fallait simplement avoir l'âge de 30 ans. On pouvait décider de l'avenir de la cité à 18 ans, mais pour juger d'un litige entre des individus, il en fallait 30. Il y avait sans doute cette idée que on est bien sûr à peu près le même à 30 ans, avec quelques rondeurs en plus parfois, mais la vie vous a en quelque sorte lissé. Elle vous a mis une quinzaine d'années derrière la tête et si les réflexes personnels, subjectifs restent les mêmes, eh bien, on a été un peu lissé, voire assommé par la vie et on a plus de recul sur ces faits. Voilà. Dans d'autres pays que la France, pas très loin d'ici, au Royaume-Uni, on devient juge qu'à partir de 40 ans, après avoir exercé 10 à 15 ans une profession juridique. En France, pour devenir juge, euh, la moyenne à l'entrée de la magistrature est à moins de 24 ans. Et on pourrait même ajouter qu'il faut quand même noter que pour ceux qui rentrent à l'école de la magistrature, un peu moins des trois quarts d'entre eux, entre les deux tiers et les trois quarts, ne sont pas des juristes. Ce ne sont pas des gens qui ont fait des études de droit.
Ce sont des gens qui ont fait Sciences Po. Alors, il y a bien sûr un peu de droit à Sciences Po. Et si ces juges ne sont pas juristes au moment où ils entrent dans la carrière, on peut supposer qu'ils le deviennent progressivement. Bien évidemment, ce ne sont pas des gens bêtes, mais ce sont assurément des gens formatés. Il y a un formatage social, il y a un formatage culturel euh, qui amène à une idéologie, une reproduction du milieu et des idées de leur milieu. On le voit bien dans l'esprit Sciences Po. Eh bien, euh, ces deux considérations d'âge, de milieu social et culturel, d'études, eh bien, forment une caste idéologique, forment des clercs, des nouveaux clercs, euh, qui jugent selon leurs convictions. Alors, dans le lot, il y a des gens parfaitement honnêtes, il y a des gens d'une malhonnêteté avérée, et puis il y a peut-être encore pire, c'est les gens qui pensent faire le bien. Et c'est peut-être avec cela qu'il faut se souvenir de l'adage qui nous dit depuis le Moyen Âge qu'il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Donc des gens sur deux et certains de faire le bien en tranchant comme ils le font. Comme souvent, à partir du moment où on se pose les bonnes questions, on a les bonnes réponses. Mais à propos de ce, même si vous avez bien précisé que c'était pas, on en fait un petit peu tout un épouvantail sur les plateaux télé ou que sais-je, mais parlons un petit peu de ce syndicat de la magistrature. Et je me souviens plus, vous allez m'éclairer, vous allez me rappeler, je crois que c'est la déclaration de Baudet ou Baudot, je sais plus. Euh, Oui. qui est en fait est une marque, ça remonte aux années 70, il me semble, et qui est une façon aussi de marquer idéologiquement la justice. Mais moi, je veux insister quand même là-dessus et parlons un petit peu de ce syndicat de la magistrature. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on a cette idéologie qui règne au sein quand même de la magistrature? Il semble quand même que ce soit majoritaire. Et comment ces gens-là peuvent-ils juger de façon impartiale les gens ou les différents éléments? Ça, je m'interroge toujours, moi. Alors, la capacité à juger de manière honnête ne dépend que de la personne finalement, nonobstant d'où elle vient. Mhm. Faisons justice pour une fois à Robert Badinter, peut-être un des seuls points où il le mérite. Il écrit à un moment donné, l'indépendance est un statut, l'impartialité une vertu. C'est-à-dire que c'est votre statut, votre salaire, votre protection juridictionnelle qui vous rend indépendant. Mais ça ne vous rend pas nécessairement impartial. L'impartialité est une vertu. On peut avoir, j'en ai croisé, des personnes qui peuvent être idéologiquement très marquées, à gauche notamment, voire à droite, et qui restent parfaitement neutres, impartiales dans l'appréciation d'une situation. Le syndicat de la magistrature, de quoi s'agit-il? Il faut se rappeler de sa naissance. On est en juin 1968. On est dans l'atmosphère des lacrymogènes, au pied des pavés, et des magistrats lancent un syndicat. Il n'y avait pas jusqu'alors de syndicat dans la justice. Il y avait des associations professionnelles qui contournaient un peu l'interdiction qui datait du siècle du 19e d'avoir des syndicats. Ça avait été assoupli et il y avait une tolérance pour ces associations professionnelles qui ne portaient pas le nom de syndicat. Mais même si, de fait, elles en assumaient le rôle. Et en 68, on crée le syndicat de la magistrature. Donc le nom est très clair. Très vite, ce syndicat obtient le tiers de la représentation. Et puis on a 76, ce qu'on appelle la harangue de Baudot. Baudot était un substitut du procureur de la République à Marseille et il prononce un discours de rentrée dans lequel il fait cette harangue à de jeunes magistrats qui débutent. Et finalement, au nom de la contestation du système, qui serait finalement les gros qui écrasent les petits, eh bien, dans l'esprit de son discours, il faut renforcer cette présomption, défendre les petits contre les gros, et dans la harangue de Baudot, Baudot dit bien incite ses collègues, ses magistrats. Alors, Baudot était au syndicat de la magistrature. Cette harangue, c'est son discours personnel. On en a fait
manifeste du syndicat de la magistrature. Reconnaissons que ce n'est pas officiellement un discours du syndicat, même si le syndicat s'incarne bien dans celui-ci. Dans cette harangue, Baudot écrit à ses collègues, il leur dit « Soyez partiaux, prenez le parti de l'employé contre le patron, de l'enfant contre les parents, de la femme contre le mari, du voleur contre le policier. Soyez partiaux. » Alors, cela déclenche un scandale. Baudot va passer finalement au conseil de discipline. C'est le ministre qui l'envoie au conseil de discipline. Ses pairs, le conseil supérieur de la magistrature, sont très gênés et ils prononcent, ils demandent, ils acceptent, ils proposent que Baudot fasse l'objet d'un avertissement, d'un blâme. Et le ministre de la Justice refusera de sanctionner Baudot. On est à la veille de l'entrée en fonction de la gauche aux affaires. La droite a déjà capitulé. Elle s'incline devant cette magistrature. Et en 1981, le néfaste Robert Badinter se voit confier le ministère de la Justice. Et là, il va s'appuyer sur le syndicat de la magistrature, leur donner des postes à responsabilité, non pas nécessairement dans les juridictions, mais surtout dans l'administration du ministère. À partir de là, c'est l'œil de Moscou. C'est le cas de le dire, il y a des ministres communistes au gouvernement. C'est l'œil de Moscou qui gouverne la carrière des magistrats avec une partialité assumée. C'est le syndicat de la magistrature qui fournit l'ossature de l'école de la magistrature, donc qui va choisir les enseignants, de l'école de l'administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse. Et Badinter continuera, ira plus loin, développera le nouveau code pénal au début des années 90, un code pénal marqué par l'idéologie communisante, de la défense sociale nouvelle, c'est-à-dire d'un discours qui voit dans le délinquant ou le criminel d'abord une victime avant d'être un délinquant. Et finalement, toutes les choses s'enchaînent ensuite tranquillement jusqu'en arriver à la situation actuelle, puisque aucune des alternances politiques, que ce soit celle de 86, de 93 ou plus tard, n'a réellement remis en cause ce monopole de l'esprit du syndicat de la magistrature sur la justice. Et c'est ce que l'on voit dans les décisions qui peuvent nous scandaliser jour après jour. Et puis dans ce rappel historique, vous faites bien de le dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas finalement d'implication, l'implication politique, j'entends partisane, est très relative, puisqu'à partir du moment où idéologiquement tout ça est acté, les choses ne changent pas. Et aujourd'hui, puisque vous avez rappelé ce fait historique avec la rangue de Bodo, c'est vrai, on est dans l'état de droit. Et l'état de droit est une espèce de tarte à la crème qu'on nous sort en permanence. Il faut respecter l'état de droit. Et quoi qu'il arrive, le politique se doit de respecter l'état de droit. Donc c'est bien un pouvoir juridique. C'est le pouvoir juridique qui dicte aux politiques que, quoi qu'il arrive, vous devez respecter cet état de droit. Mais l'état de droit, et vous en parlez aussi dans le livre précisément, l'état de droit n'est pas aussi cette espèce de corpus idéologique, de cette espèce de camisole juridique qui consiste à dire, mais quoi qu'il arrive, vous ne pouvez rien faire parce qu'il s'agit de Alors, respecter l'état de droit. Je prends l'exemple des OQTF dont on parle beaucoup, mais on pourra en citer des tas d'autres. Vous ne pouvez pas, je vais très vite parce que moi je ne suis pas juriste, vous ne pouvez pas virer ces gens, il faut respecter l'état de droit. C'est comme ça. Et quand bien même, oui, mais ces gens font des trucs qui sont quand même pas très net, quoi. Excusez-moi, mais il s'agit de protéger les citoyens. Qu'importe. Qu'importe, il s'agit de respecter l'état de droit. Et est-ce que ce principe idéologique, cet état de droit aujourd'hui, n'est-il pas en fait une catastrophe juridique? l'état de droit est une arme idéologique de destruction massive. Au départ, l'état de droit, c'est quelque chose de très simple. C'est l'idée que l'État, lorsqu'il agit, agit conformément au droit. En dehors peut-être de circonstances exceptionnelles, puisque dans ces cas-là, chacun sait que nécessité fait loi. Donc, c'est ce qui fait que lorsque l'on sonne chez vous, comme disait Churchill à 6 heures du matin, on peut penser que c'est le laitier. Voilà, les perquisitions sont autorisées par le juge, etc. C'est l'état de droit. L'habeas corpus anglais de 1679, c'est l'idée que tout homme qui est saisi par la police doit être présenté à un juge dans les 48 heures.
Ça ne veut pas dire qu'il sera libéré, mais au moins, en étant présenté à un juge, c'est l'idée qu'il y ait une intervention extérieure qui valide la suite. Ça, c'est le principe de l'état de droit. Mais son contenu, nul ne l'a jamais déterminé. À partir du moment où la loi dit que les conditions pour se maintenir sur le territoire français pour les ressortissants de tel ou tel État sont celles-ci, eh bien, quelqu'un qui se maintient sur le territoire en violation de la loi, c'est lui qui ne respecte pas l'état de droit. Et le respect de l'état de droit, c'est procéder à la reconduite à la frontière ou à l'expulsion, selon le cas, de cette personne qui ne respecte pas le droit. Le respect de l'état de droit, c'est respecter l'expression de la volonté de la nation faite par la loi et par les représentants. Or ici, il y a une lecture absolument idéologique de cet pseudo-état de droit, et état de droit, ce que le juge décide à sa guise de déterminer comme étant l'état de droit, et en soumettant toutes les autres institutions. Mais en faisant ça, on oublie que ce juge n'a qu'un pouvoir d'avant-dernier mot. Le politique a toute latitude pour le ramener à sa place, c'est-à-dire à une place subordonnée. Dès lors qu'est en cause la volonté de la nation, c'est la nation qui décide, fût-ce par ses représentants, ce n'est pas le juge. Voilà. Ami, le temps Et passe très vite, il nous reste moins de 10 minutes, donc je vais courter un petit je peu. J'avais d'autres reviendrai questions, mais c'est pas grave. Mais vous reviendrez de toute façon, il n'y aura pas de problème. Je vais poser une question, allez, on va dire, c'est pas, on répond pas par ni oui ni non, bien sûr, mais est-ce que, moi, c'est quelque chose que j'avais retenu justement parce que, mea culpa, je suis passé par Sciences Po, mais tant pis. Quelque chose que j'ai retenu justement à Sciences Po, vous en êtes c'est sorti. que, je m'en suis sorti, on va dire. Euh, qui décide du droit en France? Autrement dit, qui prend la décision de faire des lois qui vont s'appliquer en France? Moi, j'avais retenu un juriste qui m'avait dit 80% des lois qui sont appliquées en France ne sont pas décidées en France. Est-ce que c'est vrai? Oui, l'essentiel des lois qui s'appliquent en France sont décidées dans le cadre de l'Union européenne. Oui, c'est évident. Après, il peut y avoir une marge de manœuvre, mais il faut savoir qu'actuellement, on va en France bien souvent au-delà de ce que dit l'Union européenne. Je suis profondément européen de culture et de civilisation. Je suis assez sceptique quant au fonctionnement de cette Union européenne. Parce que l'Union européenne, finalement, c'est Orban et c'est Macron. Ce sont les mêmes règles susceptibles de s'appliquer. Simplement, lorsqu'elles sont déclinées par Orban, ça ne donne pas la même chose que lorsqu'elles sont déclinées par Emmanuel Macron. Voilà. Donc, on peut accuser l'Union européenne, et j'ajouterais à mon sens, on doit accuser l'Union européenne, mais ça ne doit pas conduire à oublier nos propres faiblesses. Souvenez-vous de l'amendement Philippines. Philippines, cette jeune étudiante assassiné par un OQTF, récidiviste, sorti de prison, bref, non expulsé. Un amendement avait été adopté à une loi sur l'immigration permettant d'allonger le maintien en centre de rétention de personnes sous OQTF, permettant de prolonger sa présence dans un centre de rétention jusqu'à 9 mois, comme l'y autorise l'Union européenne. Et comme c'est le cas dans plusieurs pays de l'Union européenne. Le Conseil constitutionnel, des juges, cela n'eût-il de juge que le nom d'ailleurs, passons, eh bien le Conseil constitutionnel a considéré que la durée de rétention de 9 mois prévue violait l'état de droit. C'est une décision purement constructive du juge français qui aurait pu être cassée en l'espace de quelques semaines par le Parlement. Celui-ci ne l'a pas voulu. Même s'il est vrai qu'avec le Parlement éclaté que nous avons aujourd'hui, les choses ne seraient sans doute pas simples. Hmm. On pourrait demander au peuple. Ben justement, merci pour cette transition, puisque ça allait être ma dernière question. Et c'est justement la conclusion du livre, le recours au peuple. Puisqu'après tout, qu'on soit démocrate ou pas, lorsqu'on est un bon démocrate, normalement, ben, on fait appel au peuple, puisque c'est le pouvoir du peuple. Mais il s'avère que depuis quelques années, en tout cas le dernier référendum, c'était en 2005, et il s'avère que faire appel au peuple, c'est considéré justement comme populiste, etc. C'est d'ailleurs, il y a quand même des contradictions dans les termes, hein. Les grands démocrates qui parlent du peuple en permanence, mais qui vous expliquent que dès lors on fait appel au peuple, c'est du populisme, donc c'est négatif. Bon, très bien, mais alors,
Vous, justement, en tant que juriste qui avait donc fait cette enquête et cet essai sur la façon dont le droit était idéologiquement très marqué, comment essayer de recourir à ça sans évidemment arriver sur son poney en disant non, mais il s'agit de démonter le Conseil constitutionnel et tout ira bien. Et vous dites qu'il faut recourir au peuple. Donc il faut être démocrate. Soyons démocrates conséquents. Alors comment faire? Alors, avant d'en recourir au peuple, il y a la possibilité, par une majorité politique homogène et volontaire, de mener une politique qui pourrait contrer telle ou telle décision de justice. Si le Conseil constitutionnel, notamment, devait encore s'opposer à cela, eh bien, on remet l'église au milieu du village et on met fin à cette situation. Cela s'est déjà fait. En 1993, une loi sur l'immigration avait été, en juillet 93, avait été censurée par le Conseil constitutionnel au mois d'août 93, notamment des dispositions relatives au droit d'asile. Concrètement, il s'agissait d'appliquer en France le droit européen et de pouvoir s'opposer à une demande d'asile d'un étranger qui aurait déjà précédemment déposé une demande d'asile dans un pays limitrophe ayant des droits semblables aux nôtres, typiquement l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique. Bien. Le Conseil constitutionnel censurait cette loi en disant non, c'est contraire à la Constitution, au principe constitutionnel du droit d'asile. C'était en fin août 93. Eh bien, immédiatement, le gouvernement d'Édouard Balladur avait déposé un projet de loi constitutionnel visant à inscrire dans la Constitution cette réforme du droit d'asile. La réforme était votée par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat. Les deux chambres se réunissaient en congrès et début novembre 93, la Constitution était révisée et la réforme appliquée. Il avait fallu moins de 60 jours pour que le processus soit mené à bien. Donc là où il y a une volonté, il y a un chemin. Le juge sait très bien, mais le juge doit respecter l'état de droit, et l'état de droit, c'est la volonté des Français, c'est la solution donc qui a été choisie par les Français, leurs représentants. En 1993, ça a été une révision parlementaire. Rien n'interdit aujourd'hui de procéder à un vote direct du peuple. Aujourd'hui, il est clair que les juges sont les principaux obstacles au rétablissement de l'état de droit et de la démocratie. Le président Bukele, au Salvador, l'a dit, vous ne pourrez pas réformer le pays si vous ne destituez pas ces juges corrompus. Alors corrompus non seulement par l'argent, mais également par l'idéologie. Et nous devons nous engager dans cette voie, et je crois que ceux qui s'apprêtent à prendre les commandes de la France dans quelques mois, dans moins de 18 mois la présidentielle, doivent avoir cela en tête, qu'ils ne pourront réformer sans faire ce bras de fer avec la justice. Là où il y a volonté, il y a chemin. Je retiendrai, moi, cette formule que j'aime bien. Merci beaucoup, cher ami, pour votre Merci de votre intervention. invitation. C'est toujours vraiment, c'est très, moi je trouve ça très compliqué d'expliquer le droit, mais là c'est fait, c'est limpide. Donc merci beaucoup. Je rappelle l'image, enfin la couverture du bouquin sera à l'écran. La République des juges contre la nation et comment en sortir aux éditions du Verbe c'est par Bertrand Saint-Germain. C'est toujours très éclairant. Je vous invite, chers auditeurs, à lire. C'est toujours mieux qu'une vidéo YouTube, à commenter, à partager auprès de vos amis et de vos ennemis. Et je vous retrouve une prochaine pour un entretien.